Bonjour potentiels candidats, vous êtes sur la chaîne PERE-TV. La dernière fois, il était question de voir la méthodologie de la dissertation juridique. Et qu'à ce propos, nous avions rappelé les différentes étapes. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons jugé utile de mettre en pratique tout ce qu'on avait dit la dernière fois. Pour ce faire, nous avons pris un sujet intitulé les approches conceptuelles de l'État, que nous allons essayer de traiter ensemble pour que vous puissiez comprendre davantage la méthodologie de la dissertation. Si vous vous rappelez des différentes étapes, on avait dit que pour la dissertation juridique, il fallait d'abord la situation du sujet dans son contexte. Et si mes souvenirs sont bons, j'avais même pris un exemple pour vous dire comment en principe on devait situer un sujet. On pouvait le situer à partir seulement de considérations d'ordre général, comme vous pouvez situer le sujet dans son contexte à partir. Donc il s'agit du droit, vous pouvez partir d'un principe. Quand je parle de principe, c'est une règle ou un article, c'est bien possible. Vous pouvez aussi partir d'une citation. Mais en tout cas de cause, pour le droit, ce qui est plus recommandé, c'est de partir de considérations d'ordre général, notamment pour le droit constitutionnel, où je vais parler du droit constitutionnel, du droit administratif. Si vous partez de considérations d'ordre général, c'est pour aboutir au particulier. Ici, le sujet que nous avons, ce sont donc les approches conceptuelles de l'État. Donc si nous partons de l'État, de la définition de l'État, nous risquons d'avoir un certain nombre de difficultés après. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, des différentes étapes, il y a une situation du sujet dans son contexte. D'accord? Après, vous devez poser le sujet. Après avoir posé le sujet, vous devez délimiter le sujet, définir les termes du sujet. Définir les termes du sujet, vous devez après problématiser, ressortir les entrées du sujet, justifier et annoncer votre plan. Moi, si je pars de la définition de l'État, je risque d'avoir un certain nombre de difficultés quand j'arriverai seulement au stade où je dois définir les termes du sujet. Parce que le reproche qu'on pourra me faire, c'est d'attaquer brusquement le sujet, alors que nous devons d'abord partir de considérations d'ordre général pour aboutir à la notion d'État. Donc ici, là, voilà ma proposition, et je vous rappelle qu'elle n'est pas parfaite, il s'agit d'une œuvre humaine, susceptible d'être améliorée, pour en faire l'objet de critiques et que nous ne sommes pas du tout réfractaires à la critique. Donc c'est une proposition et donc il ne s'agit pas de vous imposer ma volonté, mais c'est une proposition pour tout simplement pour comprendre concrètement ce qu'on attend de vous lorsqu'il s'agit de traiter un sujet de droit. Donc moi je suis parti d'un constat. Le constat c'est quoi ici? C'est que l'État, quand je parle d'État, ne confondez pas le groupement humain et la notion d'État. Parce que tout groupement humain n'est pas forcément un État. Vous avez dit la dernière fois que quand je parle d'État, c'est la réunion d'un certain nombre d'éléments. C'est des éléments sociologiques et des éléments juridiques. Et que la dernière fois aussi, je vous avais fait comprendre que ces éléments-là, la combinaison n'est pas une combinaison, il s'agit d'une combinaison, c'est-à-dire que donc il faut une réunion de ces éléments, et cette réunion, ce n'est pas des éléments qui sont alternatifs, mais plutôt cumulatifs. Quand je dis éléments alternatifs, ça signifie tout simplement que, plutôt quand je dis cumulatif, c'est qu'il suffit que l'un des éléments fasse défaut pour qu'on ne soit plus en présence d'un État. Si vous avez un État
composé d'une population, un État composé qui a un territoire, un État qui dispose d'une personnalité juridique, mais qui n'est pas souverain, n'en est pas un, ce n'est pas un État. Donc il faut impérativement que ces éléments-là soient des éléments cumulatifs. Il suffit que l'une des conditions soit absente pour qu'on ne soit plus en présence d'un État. Mais bien avant l'État, le concept d'État, les hommes vivaient. Et en philosophie, on vous dit donc relativement à l'organisation des sociétés humaines, si vous avez lu Jean-Jacques Rousseau, pour expliquer la formation de l'État, il est parti de l'état de nature, pour dire, mais il s'est empressé de préciser que c'est une hypothèse, pour dire qu'à un certain moment, les hommes vivaient de façon isolée. Et c'est Jean-Jacques Rousseau, l'homme est aussi conscience. L'homme est un être conscient. Donc, puisque est un être conscient, la conscience est un savoir qui non seulement qui me révèle mon existence, mais il me permet justement, me révèle aussi l'existence des autres, me permet de comprendre la portée des actes que je pose. Donc c'est Jean-Jacques Rousseau, l'homme est conscience. L'homme est un être conscient, comme Jean-Jacques Rousseau, comme Descartes, rappelez-vous, je pense donc je suis. Pour Jean-Jacques Rousseau, donc, l'homme est conscience. Et cette conscience chez Jean-Jacques Rousseau, c'est une conscience qui est infaillible. Conscience, instinct divin, immortel et céleste voix. Il est assuré d'un être ignorant et borné, sans toi je ne sens rien qui me distingue des bêtes que le triste privilège de m'égarer d'erreur en erreur. Donc juge infaillible du bien et du mal. Donc chez Jean-Jacques Rousseau, l'homme est conscience. Donc l'homme déjà donc, vivait de façon isolée, si l'on s'en tient à Jean-Jacques Rousseau. Donc à un certain moment de l'évolution, les hommes, c'est-à-dire qu'on commençait donc à être sur place, à se sédentariser. D'accord? Mais non seulement c'est Jean-Jacques Rousseau, l'homme est conscience, mais l'homme est liberté. Donc l'homme est libre. Quand il dit que l'homme est libre, ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme a la possibilité de faire tout ce qu'il a envie de faire. Il a envie de manger, il mange. Il a envie de boire, il boit. Il a envie de danser, il danse. Il a envie de tuer, il tue. Mais l'homme, en tant qu'être conscient, a très tôt compris que cette situation n'était pas sans danger. Autant je peux être plus fort que vous, autant votre frère peut être plus fort que moi. Donc vous voyez donc l'homme. Donc les hommes ont senti la nécessité de mettre en place un certain nombre de règles, de mécanismes leur permettant de pouvoir vivre en harmonie. Donc la vie en harmonie, la mise en place d'un certain nombre de règles permettant à des individus de pouvoir vivre de façon harmonieuse, ça ne date pas avec la création de l'État, parce que la création de l'État est récente. L'État est un concept récent, situé à partir du XVIIIe siècle. Et quand on vous parle de la civilisation égyptienne, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez. Donc ici, conscient de cet état de fait, et Jean-Jacques Rousseau, pour terminer sur ce point, va dire: le plus fort n'est jamais assez fort s'il ne transforme pas la force en droit et l'obéissance en devoir. Donc vous voyez, donc lorsque nous sommes dans une société où on permet à tout un chacun d'agir à sa guise, de faire ce qu'il a envie de faire, la conséquence ou les conséquences qui peuvent en découler, c'est qu'il y a fort à parier que nous risquons d'assister sous peu à la disparition de l'espèce humaine. D'où la nécessité de mettre un certain nombre de règles. Mais la mise en place d'un certain nombre de règles par des individus n'autorise pas à dire forcément que nous sommes en présence d'un État. Je vous ai dit que bien avant la création de l'État, les gens vivaient en communauté. Et l'homme a toujours vécu en communauté. Rappelez-vous d'Aristote, l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que l'homme est un être de la cité. Il vit toujours en groupe. C'est pour ces raisons donc Jean-Jacques Rousseau, pour l'avoir compris, va s'empresser de préciser que l'état de nature n'est ni plus ni moins qu'une hypothèse lui permettant de démontrer pourquoi dans une société il y a des gens qui commandent et que d'autres obéissent. Donc ici, relativement à la situation du sujet dans son contexte, je suis parti de l'idée selon laquelle que les hommes ont toujours senti la nécessité de pouvoir vivre de façon harmonieuse, dans des cadres qui ne prenaient pas forcément la dénomination d'État.
D'accord? Donc ici, j'ai dit, les hommes ont toujours senti la nécessité de vivre en société. C'est la situation du sujet dans son contexte. Je reprends donc. Les hommes ont toujours senti la nécessité de vivre en société de façon harmonieuse dans des cadres qui n'ont pas toujours pris la dénomination d'État. D'accord? La deuxième idée, c'était donc la première idée, la deuxième idée, autant dire, toute forme d'organisation humaine n'est pas forcément un État. Toute forme d'organisation humaine n'est pas forcément un État. L'organisation humaine, la population est nécessaire, mais si nécessaire soit-elle, elle ne saurait à elle seule suffire pour rendre compte de l'État dans toutes ses dimensions. D'accord? Donc ici, moi, je suis parti d'un constat pour montrer que bien avant l'avènement de l'État, il y avait des hommes qui vivaient en société. D'accord? Mais ces sociétés-là ne prenaient pas ou n'avaient pas la qualité d'État. D'accord? Je reprends alors la répétition à une vertu pédagogique pour permettre à ceux qui veulent prendre des notes de prendre des notes. Les hommes ont toujours senti la nécessité de vivre en société de façon harmonieuse dans des cadres qui n'ont pas toujours pris la dénomination d'État. Point. Autant dire, virgule, toute forme d'organisation n'est pas forcément un État. Celui-ci, l'État, n'est devenu la forme d'organisation sociétale la plus répandue qu'à partir du XVe siècle. Qu'à partir du XVe siècle. Si je vous dis que les sociétés humaines, les sociétés égyptiennes datent de 4000 ans avant Jésus-Christ, vous comprendrez que donc le concept d'État, à qui, c'est-à-dire qu'on attribue la paternité à Machiavel, donc parce que c'est sous la plume seulement de Machiavel qu'est apparu seulement le concept d'État. Donc c'est à partir du XVe siècle, c'est récent, d'accord? Donc celui-ci est devenu la forme d'organisation sociétale la plus répandue qu'à partir du XVe siècle, point. Il s'agit d'une notion ambivalente ou polysémique, car étant susceptible de faire l'objet de plusieurs définitions ou approches. Rappelez-vous du sujet, il s'agit des différentes approches de l'État. Donc ici, je me suis arrangé pour faire comprendre au correcteur qu'avant l'État, il y avait des sociétés humaines, mais ces sociétés humaines ne prenaient pas ou n'avaient pas la qualité d'État. L'État est apparu au XVe siècle. Il s'agit d'une notion ambivalente ou polysémique pouvant faire l'objet de plusieurs définitions ou d'approches. D'accord? Donc là, quand je dis pouvant faire plusieurs définitions ou approches, là j'ai posé mon sujet parce que le sujet nous invite en réalité à réfléchir sur les différentes approches de l'État. Maintenant, après avoir situé le sujet dans son contexte, d'accord? Après avoir posé le sujet, sans tarder, nous allons définir les termes du sujet. Et je vous dis que vous devez impérativement définir les termes du sujet. Ici donc, les termes du sujet, il s'agit d'approche et il s'agit de l'État. Donc nous allons d'abord définir ce qu'est l'approche. Par approche, nous entendons une manière d'aborder un concept afin d'en dégager ses contours. Il s'agit, en termes simples, d'élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir. Je répète, par approche, nous concevons une manière d'aborder un concept afin d'en dégager les contours, point. Il s'agit, virgule, en termes simples, d'élaborer quelque chose dans son esprit, virgule, de le concevoir, point. Donc j'ai défini les approches. Après avoir défini les approches, nous allons définir l'État. Parce que je vous rappelle, le sujet, c'est les approches, les différentes approches de l'État. L'État donc est un concept difficile à définir de manière pleinement satisfaisante. Dans ses contributions à la théorie générale de l'État, c'est en 1921,
Le juriste comme carré de Malberg, M-A-L-B-E-R-G, le définit comme une communauté d'hommes fixée sur un territoire propre, deuxième élément, possédant une organisation d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d'action, de commandement et de coercition. C'est le pouvoir politique. Donc ici, si l'on s'en tient donc à la définition de carré de Malberg, l'État est une organisation humaine, l'État est un territoire, l'État est un pouvoir politique. Et je vous rappelle, le pouvoir politique, l'État, donc la population, un ensemble d'individus, le territoire, l'espace sur lequel l'État exerce sa souveraineté, donc qui est le cadre de compétence de l'État, le pouvoir politique, relation de domination et d'obéissance, mais relation de domination et d'obéissance qui n'est pas fondée sur la force, mais plutôt sur le droit, sur la légitimité. S'il y a des gens qui gouvernent, c'est sur la base d'une certaine confiance. C'est à la suite d'élections dans un état de droit, bien sûr. C'est à la suite d'élections libres et transparentes, le peuple détenteur de la souveraineté a estimé utile de porter son choix sur une personne. Donc, tout simplement, personne ne peut dire qu'il a été contraint à voter pour un candidat donné. Je reviens donc sur les différentes étapes, c'est une parenthèse, sur les différentes étapes de la dissertation juridique, sur au niveau de l'introduction, sur partie de la situation du sujet dans son contexte. Donc j'ai posé mon sujet, j'ai défini les termes du sujet, et que maintenant, la définition, j'ai emprunté une définition de carré de Malberg qui considère l'État comme une population, une organisation humaine établie sur un espace sur lequel s'exerce un pouvoir politique. Et quand je dis un pouvoir politique, c'est le pouvoir politique détient le monopole de la contrainte légitime. C'est-à-dire que c'est ce pouvoir qui édicte un certain nombre de règles dans tout État, parce que l'État est producteur de règles, l'État est producteur de normes. Dans tout État, c'est le pouvoir qui pose ces règles, à charge pour nous autres gouvernants justement de s'y conformer. Et que l'irrespect de ces règles peut pousser l'État justement à utiliser la violence pour justement que nous nous conformions justement à sa volonté. Ce qui est impensable justement pour les particuliers que nous sommes. Donc il souligne ainsi la double acceptation de la notion d'État. Je continue. Il souligne ainsi la double acception, pas acceptation, acception, ça veut dire sens, de la notion d'État qui correspond à un mode d'organisation sociale territorialement défini et un ensemble d'institutions caractérisées par la détention du monopole de l'édiction de la règle de droit et de l'emploi de la force publique. Monopole de l'édiction de la règle de droit et de l'emploi de la force publique. Quand je parle justement de la règle de droit, la règle de droit se définit à travers un certain nombre de caractères. Mais le caractère le plus important, c'est justement le caractère sanctionnateur de la règle de droit. La violation de la règle de droit entraîne des sanctions. Au sein de la société, au sein d'une société donnée, il y a plusieurs règles. Il y a des règles religieuses, il y a des règles morales, il y a des règles de droit, des règles juridiques. Mais ce qui fait la particularité de la règle juridique par rapport à ces règles, que sont les règles morales et les règles religieuses, c'est que la violation de la règle de droit entraîne des sanctions immédiates. Alors que relativement aux règles religieuses, je peux pas me permettre de les respecter. Même si tant est qu'il existe des sanctions, ces sanctions sont des sanctions extra-temporelles. Il va falloir qu'on attende après la mort que nous puissions être jugés. Mais moi, je peux me permettre, quand bien même je peux me définir comme étant un musulman, sans pour autant justement pratiquer les prescriptions justement dégagées soit par le Coran ou par la Bible. Donc vous voyez ici la différence fondamentale, ce qui fait la spécificité de la règle de droit, c'est que lorsque les citoyens ne respectent pas la règle de droit,
l'État a la possibilité de pousser à les respecter et si besoin par la force. Donc ici donc, ce sujet tel qu'il est libellé, donc je suis en train de problématiser, donc il y a certainement des gens qui vont se poser la question de savoir, parce que je vous avais dit c'est la situation du sujet, poser le sujet, définir les termes du sujet, et je vous avais dit qu'il fallait aussi délimiter. Mais la délimitation du sujet, parfois l'erreur qu'il ne faut pas commettre, il peut arriver que le sujet pose lui-même ses propres limites. Donc puisqu'un sujet a déjà posé ses propres limites, il ne paraît pas du tout nécessaire justement de délimiter le sujet, d'accord? Donc parce que à force de vouloir délimiter à tout va, on risque justement de restreindre le sujet. Or, il ne s'agit pas d'un examen, mais il s'agit d'un concours. Et je vous rappelle, quand il s'agit d'un concours, on ne prend pas en réalité les meilleurs, on ne prend pas les meilleures têtes, mais on prend les meilleures copies. Donc ici, il faut essayer justement d'avoir non pas une vue simpliste, mais il faut élargir votre vue, essayer justement de cerner le maximum possible le sujet afin que justement le correcteur soit en phase avec vous. Donc ce sujet tel qu'il est libellé nous oblige à axer la réflexion autour de la question suivante, 2 points, quelles sont les différentes approches de l'État? Le sujet sont les approches de l'État. La question que je me suis posée est celle de savoir quelles sont les différentes approches de l'État. Donc il faut faire simple. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir autant de candidats que de problématiques. Vous êtes libre de poser votre problématique, vous êtes libre de dégager une problématique, mais autant vous êtes libre de dégager votre problématique, autant le plan que vous devez justement proposer doit être en phase avec la problématique, parce que le plan doit être la réponse à la problématique posée. Si le plan va à l'encontre de la problématique posée, donc là vous faites autre sujet. Donc ici, n'essayez pas de vous compliquer la tâche. Vous avez donc un sujet, les différentes approches de l'État. Vous avez un sujet, le territoire, que recouvre le territoire. Les différentes approches de l'État, quelles sont les différentes approches, de l'État, à quoi renvoient les différentes approches de l'État, à quoi renvoient les différentes approches de l'État. Donc il faut faire simple. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'un concours. Puisqu'il s'agit donc d'un concours, il faut faire simple. C'est-à-dire que c'est simple parce que toujours, je vous rappelle souvent, excusez-moi, que dans le cadre d'une dissertation juridique, comme dans le cadre d'une dissertation littéraire, même dans toutes les autres disciplines, parce que là, vous instaurez une relation communicationnelle entre vous, candidat, et le correcteur. Donc vous êtes l'émetteur, le correcteur et le récepteur. En tant que donc émetteur, votre souci principal, c'est de se faire comprendre. D'accord? Et le souci principal du récepteur, c'est de faire des efforts pour vous comprendre. Mais pour se faire comprendre, mais il faut être simple. Parce que si vous êtes compliqué, parce que, rappelez-vous, il est confronté à un certain nombre de contraintes, des contraintes temporelles. Il ne peut pas se permettre, je veux dire le correcteur, parce qu'il ne vous connaît pas, c'est votre copie, il ne vous connaît pas, donc il ne va pas essayer de faire des efforts, parce qu'il a une pléthore de copies, et parfois il y a une certaine pression qui fait qu'il ne peut pas tout lire. Donc si vous n'êtes pas du tout clair, donc vous lui facilitez justement la tâche, donc vous êtes, votre copie est éliminée, donc on est écarté. Donc ici donc, je vous demande d'être simple. Sujet, verbe, complément. Le sujet porte sur les différentes approches de l'État. La problématique, quelles sont les différentes approches de l'État. Point. Donc maintenant, après avoir dégagé ma problématique, je vais parler des intérêts suscités par le sujet. Quand je parle d'intérêts, je vous avais dit la dernière fois que les intérêts peuvent être des intérêts théoriques. Quand je dis d'intérêts théoriques, ce qui n'est pas du tout aisé parfois, parce qu'il est question, on évite, comment on appelle, le candidat à faire ressortir les différentes positions des auteurs par rapport à la question. Quand je parle des différentes approches de l'État, donc forcément il y a plusieurs auteurs qui ont eu à se prononcer
sur le concept d'État. Et naturellement, l'approche qu'ils en ont eue peut être totalement différente de celle d'autres auteurs. Donc là, quand je parle d'intérêt, il s'agira donc de faire ressortir ces différentes approches. Certains auteurs comme Léon Dugutte et Gaston Diez écartent la souveraineté et la personnalité juridique. Or, rappelez-vous de la définition, on avait dit que l'État supposait une personnalité juridique, il faut donc qu'il jouisse d'un patrimoine, c'est-à-dire qu'il faut que l'État est une personne en tant que telle, donc il est titulaire de droits et d'obligations. Mais pour certains auteurs, l'État n'est pas une personne, et ce que nous appelons donc l'État souverain, ça n'a aucun sens. Ce qui est important pour définir l'État, c'est d'abord une population, un territoire et un pouvoir politique. D'accord? Donc, il considère donc que l'État n'est pas une personne, et même il y a une célèbre boutade qu'on attribue à Diez, dont la paternité de cette boutade est attribuée à Diez, qui dit « Je n'ai jamais déjeuné avec un État ». Quand il dit que je n'ai jamais déjeuné avec un État, ça veut dire qu'il veut tout simplement nous faire comprendre que l'État n'est pas une personne. Et moi, je vous avais dit la dernière fois que nous, juristes, nous considérons l'État comme une personne au même titre que vous et moi. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes physiques, mais l'État est une personne morale de droit public. Nous reviendrons sur cette notion de personne morale de droit public lorsqu'il s'agira de voir l'organisation administrative de l'État. Ce que nous verrons, c'est que la déconcentration, la décentralisation et tous les thèmes justement qui se réfèrent à ces concepts. Nous reviendrons amplement sur cette notion de personne morale de droit public. Donc pour ces auteurs, l'État n'est pas une personne. Et pour s'en convaincre, ils nous invitent à porter une certaine attention sur cette boutade, laquelle consiste à dire, à laquelle qu'on attribue, dont la paternité est attribuée à Diez, qui dit qu'il n'a jamais déjeuné avec un État. Tout ceci pour dire quoi? Que l'État en réalité n'est pas une personne. Donc ils font une critique de l'État et soutiennent que ce dernier n'est qu'une modalité politique. Donc l'État est une modalité politique. L'État donc, c'est au-delà donc de la population, au-delà justement du territoire, l'État est une relation de domination et d'obéissance. Vous devez dégager les intérêts du sujet. Et j'avais rappelé, j'avais souligné que relativement aux intérêts, il y a des intérêts théoriques et des intérêts pratiques. Pour les intérêts théoriques, il s'agira pour le candidat de faire ressortir les différentes positions des auteurs par rapport à la question. Donc ici, le sujet renvoie aux différentes approches de l'État. Rappelez-vous de la définition que je vous avais donnée la dernière fois. Je vous avais dit que l'État était non seulement un ensemble d'éléments sociologiques, mais également des éléments juridiques. L'État est une personne morale de droit public. Nous y reviendrons. Mais pour certains auteurs, l'État n'est pas une personne. Rappelez-vous de la célèbre boutade de Diez. Il dit que je n'ai jamais déjeuné avec un État. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que l'État n'est pas une personne. Donc pour certains auteurs comme Gaston Diez, l'État n'est ni plus ni moins qu'une organisation politique et non une personne. Donc là, vous devez donc ressortir la position de Diez tant et que justement, vous savez, sa position par rapport à la question. Mais si vous ne savez pas la position des auteurs, soyez honnête, ne soyez pas du tout malhonnête. Donc vous pouvez justement passer cette étape. D'accord? Mais en cas de cause, si tant est que donc vous prenez le risque de convoquer des auteurs, il faut vous assurer que ce que vous êtes en train d'écrire est conforme à la réalité et à la vérité. Donc ici, relativement aux intérêts, j'avais dit certains auteurs comme Léon Dugutte et Gaston Diez écartent la souveraineté ou la personnalité juridique. Diez soulignera la ficticité de cette notion dans sa célèbre phrase « Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ».
alors classiquement utilisé pour décrire l'État. D'accord? Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale, donc je n'ai jamais déjeuné avec l'État. D'accord? Tout ceci pour dire que l'État n'est pas du tout, n'est pas une personne. Ils font donc une critique de l'État et soutiennent que ce dernier n'est qu'une modalité politique. Cette position n'est pas partagée par d'autres comme Jean Bonnin et Jean-Claude Soyer. Jean Bonnin assimile l'État à la souveraineté, alors que Jean Soyer, réagissant aux propos de Duguid, dira « S'il n'a jamais dîné avec un État, il l'a vu souvent payer la note. » D'accord? Donc c'était pour réagir à la célèbre boutade dont on attribue la paternité à Diez, pour dire que même si vous n'avez jamais déjeuné avec l'État, donc vous avez souvent vu l'État justement payer la note, c'est-à-dire qu'on sent la présence de l'État. Donc sans prendre parti au débat, force est d'admettre qu'aujourd'hui, sur le plan international, donc là je suis en train de justifier, l'État, pour son existence, doit être doté, au-delà des critères sociologiques, d'un certain nombre d'attributs juridiques que sont la souveraineté et la personnalité juridique. C'est pourquoi, pour une bonne clarté de notre propos, il s'agira de montrer d'abord que l'État peut être analysé sous une approche sociologique, vous mettez entre parenthèses grand 1, mais également sous une approche juridique, entre parenthèses, grand 2. Et maintenant, pour le développement, vous allez à la ligne, vous mettez donc grand 1, l'approche sociologique de l'État. D'accord? Toujours donc, la partie, quand il s'agit d'une dissertation littéraire, pour le développement, donc vous avez annoncé votre plan, vous dites nous allons d'abord dans une première partie parler des causes, et dans une deuxième partie parler des conséquences. Là, vous venez directement, vous n'avez pas besoin de mettre grand 1, les causes et vous soulignez. Mais ici, c'est une exigence pour la dissertation juridique. Vous êtes tenu de mettre grand 1, d'accord, flash, vous mettez donc les approches sociologiques. Et maintenant, grand 1, il faut aussi vous arranger de telle sorte que vous devez diviser cette partie en 2 sous-parties. En 2 sous-parties, il s'agit des approches sociologiques. Mais là, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que les approches sociologiques de l'État, il s'agit de 3 éléments. Il s'agit de la population, il s'agit du territoire, il s'agit du pouvoir politique. Donc on va s'arranger de telle sorte qu'en lieu et place de 3 sous-parties, que nous ayons 2 sous-parties. Donc pour cela donc, j'ai dit, donc après avoir mis grand 1, l'approche sociologique de l'État, par cette approche, virgule, l'État est une collectivité humaine établie sur un territoire. Quand je dis que l'État est une collectivité humaine établie sur un territoire, j'ai mis entre parenthèses grand A. Par la collectivité humaine, donc j'ai pris les 2 éléments que j'ai semblés. Élément humain, élément géographique, spatial. Et sur lequel s'exerce un pouvoir politique, entre parenthèses grand B. Donc la première sous-partie A, une collectivité humaine établie sur un territoire, B, le pouvoir politique. D'accord? Et maintenant, relativement aux éléments, pour le fond, je vous ferai parvenir le fond, donc pour ne pas perdre beaucoup de temps, donc vous aurez le fond, parce que ce qui m'intéressait ici, c'était les différentes étapes de l'introduction de la dissertation juridique. Maintenant aussi, toujours dans le développement, pour le grand B, pour le grand 2, vous mettez aussi grand 2, l'approche juridique. Il s'agit ici donc là, c'est un peu aisé. Donc nous avons 2 éléments, c'est la personnalité et la souveraineté. Donc après avoir étudié la personnalité entre parenthèses grand A, nous étudierons la souveraineté entre parenthèses grand B. Donc voilà ce qu'il y avait lieu de comprendre relativement à ce sujet, et je vous rappelle que c'est une proposition, et comme toute proposition émanant d'un être humain, et l'être humain, nous ne sommes pas infaillibles, nous sommes des êtres faillibles, on peut se tromper. Donc dans vos commentaires, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas du tout claires, ou s'il y a des choses
vous ne partagez pas, vous avez donc la liberté, parce qu'il s'agit d'un cours interactif. Vous avez la possibilité de dire ce que vous avez à dire et en cas de cause, on pourra en discuter de façon ample. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois. Merci.